Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change. 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Dans cet épisode, je reçois Philippe Pinault, PDG de Talk Spirit, une plateforme visant à fluidifier le travail entre collaborateurs. Philippe s'intéresse particulièrement aux attentes des nouvelles générations au travail, comment répondre à ces nouvelles forces vives en quête de sens et d'autonomie. Ce sujet qui occupe aujourd'hui tous les regards trouvera ici une réponse, celle de Philippe. Il partagera son parcours, sa vision du management à l'ère du numérique et ses réflexions sur les défis futurs du travail. Be Smart. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent. Merci pour l'invitation. Philippe, Talk Spirit fête ses 20 ans cette année, donc joyeux anniversaire tout d'abord. Vous avez un parcours qui remonte à bien avant. Peut-on revenir sur ce parcours et sur ce qui vous a amené à fonder votre entreprise ? Oui, alors effectivement j'ai eu la chance de tomber, on va dire, dans la marmite de l'entrepreneuriat dès mes études en école d'ingénieur, avec le CTO actuel Olivier Ricard, avec qui je travaille depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis c'était le début de l'Internet, on va dire, et on s'est lancé dans un premier projet de commerce électronique. Ça, c'était en quelle année ? En 98. Voilà, donc c'était vraiment c'était le Far West sur Internet. C'était vraiment un espace à la fois de possible, et on a eu envie de pouvoir développer un projet donc de vente en ligne, d'e-commerce, qui n'a pas permis en fait de nous salarier à l'issue de nos études. Et puis c'est un peu plus tard, avec l'avènement de ce qu'ont été les médias sociaux, en particulier les weblogs, que nous avons démarré Talk Spirit, qui s'appelait Blog Spirit à l'époque. Et puis nous, on a connu une belle première période pendant tout l'âge d'or, on va dire, de ces médias sociaux. On appelait ça le Web 2.0. Et c'est quoi pour les plus jeunes qui nous regardent? Alors les blogs, c'est des journaux personnels. Donc pour certains, peut-être que le nom Skyblog évoquera quelque chose, mais c'était cette idée de pouvoir écrire facilement sur le web. L'ancêtre de Facebook. L'ancêtre de Facebook, et puis de pouvoir engager la conversation sur le web. Donc on est passé sur un web qui devenait communautaire, bien avant effectivement que Facebook se lance. Et puis dans notre parcours, après les weblogs, nous avons naturellement évolué nous-mêmes comme une plateforme de réseau social d'entreprise. Et puis on y a ajouté au fil des années tout ce dont a besoin une organisation pour travailler aujourd'hui, de la communication interne, de la collaboration, et plus tard des nouvelles gouvernances d'organisation. Donc aujourd'hui, qui est votre cœur de cible, qui utilise cette Alors ce sont des PME européennes, donc des entreprises, on va dire, d'une centaine jusqu'à peut-être quelques milliers de collaborateurs, et partout en Europe, puisque nous réalisons 50% de notre activité à l'export pour une entreprise qui compte aujourd'hui environ 40 collaborateurs. Donc c'est une plateforme en fait, que vous ne cessez d'ajuster le temps faisant. En 20 Exactement. ans, elle évolue, elle est customisée, on lui ajoute des fonctionnalités. Voilà, avec quelques pivots quand même pendant ce parcours-là, mais on va dire depuis une dizaine d'années. On se définit en fait comme l'operating system, donc le système d'exploitation un petit peu des entreprises qu'on appelle de nouvelle génération. Et dans nouvelle génération, on aime en fait aller à la rencontre des organisations qui pensent leur futur par rapport à l'impact et la raison d'être, leur propre raison d'être, avec cette idée de pouvoir leur permettre de faire fonctionner leur organisation et d'aller dans le sens d'une plus grande efficience pour aller vers l'impact. Philippe, aujourd'hui on est là pour parler de vous. Beaucoup d'entrepreneurs parlent de mentors. Vous, qui vous a influencé, s'il en est, des mentors ? Alors, beaucoup de lectures et d'ouvrages en fait sur lesquels j'ai pu poser une réflexion, on va dire, pendant... Citer ? Oui, par exemple, je vais prendre par exemple Frédéric Laloux, qui a écrit donc, il y a une dizaine d'années « Réinventer les organisations ». Ça a été pour moi un des ouvrages un petit peu clés dans ma compréhension de ce qu'est le rôle, la place d'une organisation, et à l'intérieur de cette organisation, comment l'organiser de manière à ce que chacun puisse s'y sentir appartenir et libérer, on va dire, son potentiel. Et ça, typiquement, vous avez fait la démarche de le lire, pourquoi, à titre personnel, en tant que manager au sein de votre entreprise, ou plutôt... En tant que dirigeant, effectivement. Donc, en tant que dirigeant, on explore en continu en fait de nombreuses thématiques. On a la chance d'être dans un rôle où on peut
en fait, tous les sujets, quelque part, nous intéressent a priori, hein, même si on a quelques zones d'expertise, bien sûr. Et cet ouvrage, comme d'autres, ont progressivement en fait, affiné ma réflexion et ma compréhension de ce que devenait le rôle d'un manager, on va dire, des temps modernes, avec effectivement une dimension de plus en plus de leader inspirant, mais aussi coach qui vient en soutien et en support de ses équipes pour les aider à réussir. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après? Oui, je dirais qu'il y a eu un avant dans le sens Qu'est-ce qui a changé fondamentalement après lecture? Alors, ce n'est pas qu'une lecture, bien sûr, c'est aussi de nombreuses rencontres. Mais je dirais qu'en tant que créateur d'entreprise, et sans avoir d'autres expériences finalement qu'un projet qui s'appelait une start-up au début, puis qui a commencé à prendre un petit peu plus d'importance, on vient avec certains clichés de ce qu'est l'entreprise, telle qu'on se la représente, telle qu'on se l'imagine. Et l'entreprise du XXe siècle, c'est une entreprise qui est quand même très verticale, une hiérarchie traditionnelle, donc un patron, des managers, ensuite une autre ligne de managers, et puis des collaborateurs, on va dire. Et j'étais resté finalement... pour moi, une entreprise existait de cette forme-là. Donc c'est comme ça que vous avez commencé Top Spirit? C'est comme ça que j'ai commencé Top Spirit, sans imaginer qu'il pouvait y avoir d'autres façons que de diriger et développer une organisation. Et puis, effectivement... Pour autant, ça fonctionnait? Pas forcément. Je dirais que, bien sûr que ça fonctionnait dans le sens où le produit, la croissance, les clients amenaient de la croissance et donc des besoins de recruter pour pouvoir soutenir ce développement-là. Mais je me suis assez vite, je dirais, j'ai été projeté quelque part vers les années 2010. On était un peu plus de 30 collaborateurs. Oui. Et je me suis retrouvé dans une posture ou dans une position à laquelle je ne me sentais pas forcément très à l'aise. C'est-à-dire celle d'un patron qui est moins en proximité avec l'ensemble des collaborateurs, comme on peut l'être dans une équipe d'une dizaine de personnes. C'est une ambiance plus familiale. Et voilà, où c'est plus familial, où on a un peu plus le sentiment, je dirais, d'appartenance à l'équipe. Là, il ne s'agit plus, au-delà de 30, 40, 50 collaborateurs, on n'est plus vraiment dans une logique d'équipe, donc on a des rôles qui prennent forme. Et ce rôle de patron que je découvrais donc, à cette époque-là m'a pas nécessairement plu dans la manière dont je l'incarnais au regard d'une compréhension et d'une vision de ce qu'est l'entreprise. Et donc, vers les années 2013-2014, voilà, j'ai découvert d'autres façons de diriger et de développer une entreprise, en particulier avec l'inspiration du livre de Frédéric Laloux, et qui a créé en fait un peu un déclic dans cette idée qu'on peut tout à fait développer et diriger une entreprise en donnant plus de place à la notion d'autonomie et de responsabilité dans chacune des équipes pour leur permettre finalement de prendre toute leur place dans le développement de l'entreprise. Et alors justement, au-delà des mots, comment est-ce que ça s'est traduit concrètement? Qu'est-ce que vous avez commencé à insérer puis Alors, on s'est, nous avons été accompagnés pour pouvoir aller vers une organisation qui ne se définit plus sous la forme, je dirais, traditionnelle d'une hiérarchie classique, mais sous je dirais, un ensemble de rôles à remplir. Donc, chacun dans l'entreprise a un ou plusieurs rôles, c'est généralement le cas, et on considère finalement que chacun va être un entrepreneur dans ses rôles. Donc, il y a beaucoup plus de confiance dans la capacité donnée à chacun de pouvoir prendre des décisions dans un cadre clair, d'autonomie, de responsabilité, pour pouvoir finalement mieux exprimer son potentiel. Et donc cette bascule, elle a été assez lente à se faire, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire aujourd'hui, voilà, on passe d'un mode de fonctionnement à un autre. Il s'agit en fait de désapprendre à certaines, je dirais, certaines pratiques ou certaines idées qui sont quand même assez profondément ancrées pour se révéler, je dirais, dans un autre rôle, où on est moins en attente finalement qu'un manager nous dise quoi faire, mais on va avoir beaucoup plus la possibilité de pouvoir décider. Ça veut dire que vos salariés aussi se forment à décider autrement, à cette gouvernance partagée en fait? Alors tout à fait, donc, ils ont été formés, puis aujourd'hui en fait à chaque fois que nous accueillons de nouveaux collaborateurs, c'est devenu notre culture et notre façon de travailler, donc par nos rituels, nos pratiques, je dirais qu'il n'y a pas de besoin de formation particulière. En revanche, effectivement, on les encourage assez fortement à pouvoir prendre la responsabilité des rôles dans lesquels ils viennent prendre place pour pouvoir en fait faire ce qu'ils... Et jusqu'où ça va concrètement? Comment est-ce que ça se traduit pour être plus concret?
Ça se traduit que dans une entreprise, je dirais plutôt traditionnelle, un manager va prendre les décisions et va dire ce qui est à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions sur lesquelles il n'y a pas besoin de votre aval, en fait. Exactement, tout à fait. Donc la gouvernance partagée vient de cette idée de je viens distribuer la décision. La décision, elle est moins concentrée en haut de ce qu'on appelle la pyramide pour être beaucoup plus distribuée sur toutes les équipes et tous les départements, on va dire, de l'organisation. Donc pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, il faut mettre en préalable beaucoup plus de clarté et de transparence sur le qui fait quoi, sur le sens donné à chacune des équipes, sur leurs objectifs et sur ce qui est attendu de chaque rôle dans lesquels une personne va venir prendre le maillot, quoi, ou prendre le costume. Qu'est-ce que le Hola Spirit? Alors, Hola Spirit est le nom d'un produit que nous, de fonctionnalités que nous développons donc au sein de Talkspirit, et c'est une plateforme qui permet de venir décrire cette nouvelle organisation, cette nouvelle gouvernance d'organisation, pour utiliser une image, en fait, là où vous connaissez tous la hiérarchie traditionnelle en râteau, c'est une forme de design d'organisation qui permet de décrire son fonctionnement à travers une compréhension du qui a l'autorité sur qui, c'est le fonctionnement classique. Hola Spirit permet en fait de venir représenter l'organisation sous la forme d'un ensemble de rôles à remplir, ces rôles étant réunis en équipes, ces équipes en départements, donc on est dans une vision un peu plus holistique de l'organisation, avec des missions, je dirais des responsabilités qui sont définies de façon beaucoup plus claire que ce qu'est l'organisation traditionnelle. Donc c'est un outil que vous avez mis au point et que vous proposez à vos clients? Que nous proposons à nos clients. Et est-ce que vous, à l'échelle de votre entreprise, parce que là on parle de vous, est-ce que vous le mettez en place? Bien sûr, oui, tout à fait, on l'utilise au quotidien. Vous avez d'abord dans la définition de ce que sont nos missions et nos rôles, en alignement avec le sens et la raison d'être que nous voulons avoir dans le monde, on va dire, et qui va nous permettre, en fait, à chaque fois que nous onboardons des collègues, de pouvoir accélérer finalement leur compréhension des différentes casquettes qu'ils vont prendre dans l'organisation, mais qui leur donne aussi la capacité de pouvoir faire évoluer à leur tour l'organisation en fonction des besoins qu'ils ressentent au quotidien. Vous voyez, l'organisation traditionnelle, souvent, elle est vue de façon aussi assez statique, c'est-à-dire que l'organigramme, il bouge assez peu, c'est assez statique. Or, l'organisation, aujourd'hui, en 2024, c'est un objet complexe, presque vivant, qui doit s'adapter en continu à ce que sont les évolutions du monde. Et donc, quoi de mieux, finalement, que de donner la capacité à chacun dans l'entreprise, dans sa zone ou dans son périmètre dans lequel il intervient, une capacité à faire évoluer lui aussi le petit bout d'organisation dans lequel il est. Néanmoins, vous ne voyez pas de limite au modèle de gouvernance partagée? Non, pas particulièrement. En fait, sa mise en œuvre peut apparaître complexe parce qu'il y a effectivement parfois derrière cette idée de donner de la liberté, cette appréhension de est-ce que ça ne va pas partir un peu dans tous les sens. Mais ça n'a pas été le cas chez vous? Non, je ne pense pas. Parce que la liberté s'inscrit dans un cadre. Vous voyez, je vais prendre une image pour peut-être mieux comprendre. Si vous venez jouer une partie de football et que vous prenez un maillot, par exemple prenons le maillot de gardien, vous prenez en fait, au moment même où vous enfilez le maillot, vous prenez en fait les responsabilités de ce rôle. Et ces responsabilités, elles sont parfaitement décrites dans une règle du jeu qui est celui du football, tout simplement. Et donc, vous avez évidemment une grande liberté d'action dans ce maillot-là, mais dans un cadre qui est parfaitement défini et qui vient dire quelles sont les limites finalement de ce que peut être votre intervention au sein d'une équipe. Donc si on revient à l'organisation, en fait chacun de nos rôles chez nous va être défini un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup de liberté à chacun de pouvoir s'exprimer dans le maillot qu'il a, tout en lui permettant de faire évoluer la règle du jeu, ou en tout cas le système dans lequel il intervient, pour permettre à l'organisation d'être à tout moment, je dirais, le meilleur véhicule pour aller vers le projet collectif que nous développons. Est-ce que vous avez fait des choix ou des erreurs majeures qui, dans vos premières années, ont conditionné le manager que vous êtes aujourd'hui? Alors oui, des erreurs plein, mais je dirais que j'ai peut-être j'ai pris conscience de l'importance de la culture organisationnelle, la culture dans laquelle on souhaite développer notre projet, peut-être assez tard. Et donc, vous voulez dire la culture d'entreprise? La culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est pas artificiel, c'est pas le fruit du hasard. C'est fondamental. Elle est fondamentale et elle permet en fait d'aligner quelque part des personnalités avec un projet collectif.
Et donc, je pense que dans peut-être les erreurs, parmi d'autres que j'ai pu faire lorsque j'étais plus jeune, c'était dans certains recrutements ou de personnalités ou de profils qui, je pense, n'étaient pas nécessairement bien adaptés à ce qu'est la culture très entrepreneuriale dans laquelle nous aimons travailler aujourd'hui. Vous mentionnez souvent les attentes de la génération Z, c'est ce que je disais dans cette introduction, plus d'autonomie, un sens dans le travail. En tant que dirigeant, comment est-ce que cette génération transforme votre façon de manager ? Je crois qu'aujourd'hui, cette génération, elle nous impose d'abord de nouvelles façons. Donc c'est d'abord une contrainte pour un manager ? Ce n'est plus une contrainte pour nous, mais pour des organisations qui peut-être fonctionnent sur des approches très traditionnelles, un peu où la hiérarchie a encore une place importante, où il y a, on va dire, des codes et une politique d'entreprise qu'il convient de comprendre et de respecter. C'est une génération qui peut avoir un petit peu de mal, parce que cette génération, aujourd'hui, elle est en attente de sens, d'impact dans ce qu'elle fait. Elle veut voir du résultat, en fait, à ce qu'est sa contribution. Et elle aspire à ce qu'on lui donne quand même un cadre d'autonomie et de liberté, entre guillemets, pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est ça aujourd'hui c'est un des moteurs importants de motivation, je pense, pour les jeunes qui rejoignent une organisation, c'est se sentir appartenir, se sentir avoir de l'impact dans ce qui est fait et pouvoir en fait voir cet impact visible. Et puis idéalement, être dans une organisation qui résonne avec ce qu'est un projet personnel. Donc je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, quand je démarrais, souvent en fait on voyait des jeunes sortis des grandes écoles qui allaient passer 1 an, 2 ans dans des associations parce qu'ils se sentaient appelés par une raison d'être, une mission qui leur parlait, avant de rejoindre une plus grande organisation dans laquelle finalement on se disait j'aurais peut-être moins de sens, j'aurais moins d'impact. C'est pour ça que j'en profite pour peut-être mettre mon énergie au service d'un projet avec lequel je résonne. Aujourd'hui, on ne veut plus distinguer. Aujourd'hui, on ne veut plus distinguer. On cherche d'emblée une entreprise qui résonne avec ce que sont nos aspirations. Ça, c'est quelque chose que vous voyez évoluer à mesure du temps. En 20 ans, typiquement, dans vos recrutements, vous avez vu les discours se modifier. Les discours, et puis aussi cette idée de pouvoir vibrer avec un projet. Donc les collaborateurs qui aujourd'hui n'ont pas cette chance, je dirais, de pouvoir vibrer avec le projet sur lequel ils mettent quand même une grande partie de leur temps au quotidien, ils vont ça va être beaucoup plus difficile de les voir s'engager. Il y a maintenant la vie personnelle a pris aussi une place très importante. Chacun veut valoriser son temps et c'est bien normal, bien justifié. Et donc, on ne veut plus sacrifier quelque part son temps dans une cause ou sur un projet qui ne nous parle pas. Donc, l'organisation, je pense, qui répond le mieux aujourd'hui aux attentes des plus jeunes, c'est celle dans laquelle il y a une vraie mission, un sens, une raison d'être d'organisation qui fait écho avec ce que sont des aspirations personnelles, un terrain de jeu dans lequel on peut développer ses compétences, et puis un collectif dans lequel on se sent aussi à l'aise, parce qu'on partage des valeurs qui correspondent à une culture d'organisation dans laquelle on peut s'exprimer. Est-ce que ce sont des attentes qui ont modifié vos stratégies à long terme ? Alors, plus aujourd'hui, parce que c'est devenu en fait la nouvelle, un new normal quelque part pour nous. Donc on ne va pas faire évoluer une stratégie par rapport à ce qu'est ce contexte-là. C'est simplement je constate quelque part que effectivement en 20 ans, on a une génération qui a passé. Et que ces attentes, elles sont de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, dans les recrutements que nous pouvons faire, mais aussi dans les développements de carrière que nous pouvons accompagner, on sent quand même que ce sont des aspirations qui sont très présentes. Et je pense que dans un contexte où aujourd'hui tout le monde parle un peu de guerre des talents, de pouvoir recruter les talents dont on a besoin et puis de pouvoir au mieux les fidéliser le plus longtemps possible, sont des enjeux, je pense, qui sont très importants. Le travail notamment. Voilà. Donc, dans un secteur comme le vôtre, où la technologie prime, comment est-ce qu'on intègre des enjeux de diversité et d'inclusion sans tomber dans un discours cosmétique Alors nous, on l'a intégré assez naturellement dans ce qui est notre politique de recrutement. D'abord parce qu'on n'a pas,
peut-être comme certaines très grandes marques de la tech, je dirais pléthore de candidatures qui nous arrivent et donc on est aussi face à cette difficulté de pouvoir trouver en fait les talents dont nous avons besoin. Donc on a eu cette chance de pouvoir au fil des années, identifier telle personne qui a un profil international et qui se retrouve à venir travailler en France. Enfin bref, on a la chance aussi d'avoir, malgré que nous soyons dans la tech, une entreprise quasiment à l'équilibre entre population homme ou femme. J'ai un copil qui est aussi équilibré dans cette dimension-là. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la diversité reste une chance, parce que dans des environnements qui sont très complexes, où l'innovation en fait, et la créativité sont des éléments importants, je dirais les confrontations et les échanges que nous pouvons avoir, parfois multiculturels, évidemment entre une façon masculine ou féminine de penser un sujet donné, je pense que ça amène quelque chose de vraiment indispensable et essentiel pour le futur. Vous parliez tout à l'heure des entreprises traditionnelles. Est-ce qu'il reste des résistances sur le plan du management et de la culture d'entreprise quand il s'agit pour les entreprises d'adopter votre outil? Je ne l'ai pas très bien formulé, mais est-ce que vous voyez des résistances encore quant à Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les pratiques et je dirais la posture managériale qui a été celle qui a dominé pendant des décennies reste encore très présente dans des entreprises où certaines personnes ont pu faire carrière et progresser au fil de l'eau sur les échelons de la hiérarchie. Donc, changer son logiciel, entre guillemets, pour, je dirais, concevoir son rôle non plus comme, on va dire, un rôle de transmission et de commandement, entre guillemets, au profit plutôt d'un rôle d'animation. Je parlais de coaching. Ça reste un sujet qui peut être complexe. Oui. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir du travail dans 5 ou 10 ans? Je pense que quelque part, on assiste là encore avec l'intelligence artificielle à une transformation importante de ce que vont être nos façons de travailler. Alors en 20 ans, on en a vu déjà quelques-unes, des transformations importantes. Les médias sociaux, elles vous impactent fortement? Bien sûr qu'elles nous impactent. Donc, et on a la chance, en tant que, je dirais, éditeur de logiciels, d'être et les observateurs et les acteurs de ces transformations, pour nous, mais surtout vis-à-vis des clients que l'on accompagne dans ces grandes mutations. L'IA va venir de manière aussi très importante changer notre façon de travailler dans nos différents métiers. L'IA va venir s'inviter dans ce que nous faisons au quotidien pour, je dirais, nous assister, ou en tout cas parfois même nous remplacer sur des tâches qui peuvent être automatisées. Donc moi je porte un regard plutôt positif. Plutôt positif parce que je vois en fait finalement, je pense qu'en fait une entreprise c'est un espace qui est profondément humain, en fait qui fonctionne quand le collectif, quand l'intelligence collective, je dirais, arrive à comment dirais-je, à faire émerger de nouvelles idées et de l'innovation. Je ne vois pas l'organisation comme je dirais un espace où on est un peu esclave de tâches ou de choses qui amènent peu de valeur ajoutée. Et quelque part, si la technologie peut venir nous libérer, entre guillemets, de l'espace-temps et pour pouvoir mettre ce qui nous distingue, c'est-à-dire nos émotions, nos caractères, notre intelligence au profit d'un projet, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et dans quelle mesure ça pourrait impacter le rôle de manager précisément ? Ce qui va venir impacter le rôle de manager, c'est que dans ce rôle-là, le manager il va être lui aussi de plus en plus assisté, avoir une meilleure compréhension, je pense une compréhension plus fine de ce qui se passe au niveau des différentes équipes. On va chercher aussi de lui de pouvoir mieux accompagner les évolutions je dirais de ces équipes dans les compétences en particulier. Donc je pense que c'est un rôle qui est aussi c'est un rôle complexe aujourd'hui, souvent je dirais dans des injonctions contradictoires entre un niveau, on va dire, d'organisation supérieur auprès de qui il reporte et puis l'équipe dont il a la charge. Et je pense que c'est
un rôle qui va de plus en plus s'orienter vers le développement des compétences. Quel conseil donneriez-vous à un jeune manager qui veut, ou un manager tout court, qui entend mobiliser cette jeune génération dont on parle et la fidéliser surtout? Je pense que c'est important d'être à l'écoute de ce que sont leurs attentes, de ce que sont leurs attentes et leur désir de contribuer. Et puis, si on parle de jeunes générations, je pense qu'il ne faut pas, je dirais, oublier la nécessité d'avoir quand même un cadre dans lequel cette génération qui arrive va avoir besoin pour pouvoir s'exprimer dans de bonnes conditions. Quand je parle de cadre, Oui. c'est-à-dire des limites claires. Alors les limites, ça peut être des objectifs, des contraintes temporelles, bref, un cadre dans lequel on lui donne une capacité à faire, mais en sécurisant quand même. Nécessaire parce qu'il rassure aussi. On sécurise en mettant un cadre qui me semble absolument indispensable. Et je vois en fait souvent des échecs d'organisations qui vont dans ce qu'on appelle le self-management, puisque c'est un des thèmes qui est connexe avec cette idée de gouvernance partagée. Est-ce qu'on peut le définir malgré tout pour ceux qui ne savent pas, même si je pense Le self-management, oui. Cette idée d'avoir en fait, de voir l'entreprise comme un ensemble d'équipes autogérées. Donc, vous imaginez tout un réseau d'équipes, nous travaillons tous en équipe, et ces équipes en fait sont autogérées, elles peuvent être vues chacune comme une petite entreprise à l'intérieur de la grande entreprise. Et aller vers des logiques d'entreprise autogérée, donc au travers de cette notion d'équipe, est souvent, comment dirais-je, peut être difficile à mettre en place quand on veut donner trop rapidement de la liberté sans mettre vraiment le cadre qui permet quand même de garder une cohérence et un alignement avec ce qu'est un projet d'entreprise global. Et des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans l'entreprise, ça reste encore quand même des personnes qui sont informées par rapport à, le plus souvent, un métier ou une gestion de projet. Et donc, je pense que c'est important de ne pas oublier que il faut arriver à marier intelligemment la liberté et la responsabilité. C'est la dernière question, c'est déjà la fin. Comment est-ce que vous pouvez définir votre style de management ? Je dirais qu'il est très entrepreneurial. Et donc, j'aime très entrepreneurial. Avec ce que j'aime particulièrement, c'est travailler vraiment dans une logique adulte-adulte avec les collaborateurs que je côtoie au quotidien, en respectant en fait leur autonomie et leur prise de les responsabilités qui sont attachées à leur rôle, et avec cette idée de pouvoir que l'entreprise leur offre le cadre le meilleur pour pouvoir contribuer au mieux à ce qu'est notre projet collectif. Merci beaucoup. Merci Philippe Pinault pour cet échange. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée sur Be Smart for Change.